Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Comment protéger les écoles face au trafic de drogue? Alors que la situation à Saint-Ouen, près de Paris, a soulevé la problématique des points de deal dans la ville. Comment faire en sorte que l'éducation ne pâtisse pas des trafics? On en parle dans la première partie de notre émission avec notre invité. Les banlieues, ces portes d'entrée dans les villes et qui sont pourtant encore trop souvent définies par des clichés et des images réductrices. C'est le thème de l'exposition Banlieue chérie au Palais de la Porte Dorée à Paris. On va en parler en seconde partie. Dans sa chronique, Louisa Garotière nous emmène en Turquie où la jeunesse se révolte depuis l'arrestation injustifiée du maire d'Istanbul par le président Erdogan. Mais tout de suite, place à l'actu avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal aux États-Unis. Hier, nous vous parlions du statut des chercheurs américains forcés de s'exiler pour préserver leur liberté. Eh bien, nouvelle déclaration de l'administration Trump qui a annoncé une coupe budgétaire à hauteur de 2,2 milliards de dollars pour l'université d'Harvard. Mais cette dernière s'oppose fermement, évidemment, à cette décision. Oui, accusée de laisser s'installer l'antisémitisme sur son campus suite à des rassemblements étudiants contre la guerre menée par Israël à Gaza, la prestigieuse Université d'Harvard s'est vu couper ses subventions à hauteur de 2,2 milliards de dollars hier par l'administration Trump. Alors le président de l'université a assuré, je cite, « Aucun gouvernement, quel que soit le parti au pouvoir, ne doit dicter aux universités privées ce qu'elles doivent enseigner, qui elles peuvent enrôler et embaucher, ni sur quelle matière elles peuvent mener des recherches », avant de préciser que l'université n'abdiquera pas son indépendance ni ses droits garantis par la Constitution. Les subventions de l'État représentent 11% des revenus de l'université. Rappelons que Trump, pour les mêmes raisons, a coupé 400 millions de dollars de subventions à l'université de Columbia et que depuis quelques mois, son objectif est de supprimer le ministère de l'Éducation. La Maison-Blanche s'en prend également aux étudiants étrangers qui ont manifesté en faveur de la Palestine. Hier, les agents de l'immigration ont arrêté un étudiant de l'université de Columbia alors qu'il passait un entretien afin d'être naturalisé. Et ce n'est pas tout. Un avocat du Michigan aussi a interpellé à l'aéroport de Détroit. Et cet avocat, c'est Amir Maklid. Il aurait été arrêté, selon lui, car il défend une étudiante pro-palestinienne. Voici ce qu'il disait au micro de Marie Mollet sur France Inter. Je suis allé au poste de contrôle et j'ai tendu mon passeport. L'officier a appelé une autre équipe, d'autres agents pour un contrôle plus approfondi. À ce moment-là, je pensais que c'était un contrôle aléatoire, jusqu'à ce que j'arrive à la salle d'interrogatoire. Et là, j'ai compris que j'étais ciblé. Ils connaissaient l'historique de mes voyages, ils connaissaient ma profession, le type de dossier sur lequel je travaille. Ils m'ont parlé de dossiers très médiatisés que je défends. Le seul dossier médiatisé que je représente, c'est celui de cette étudiante de l'université du Michigan, poursuivie après une manifestation sur le campus. Ensuite, ils ont voulu voir mon téléphone portable. Ils voulaient que je l'ouvre pour en extraire les données, puis me le rendre. Pour moi, c'était une tentative de me dissuader, de m'intimider pour que je ne prenne plus ce type de dossier. Et en attendant, les universités ont recommandé aux étudiants étrangers de porter en permanence sur eux la copie de leur passeport et leur autorisation de séjour. On revient en France pour faire le point sur les suites de l'affaire Eva, cette jeune collégienne qui s'est suicidée après avoir été harcelée par sa professeure Pascale B. Jeudi dernier, l'enseignante avait été relaxée pour charges insuffisantes et des comportements adaptés et légitimes. Mais hier, le parquet de Pontoise a fait appel de cette relaxe, un soulagement pour les parents de la jeune fille, selon le témoignage de leur avocate, maître Delphine Meillet, qui s'exprimait hier sur France Info. Les parents d'Eva sont satisfaits de l'appel du parquet qui avait, je vous le rappelle, initié les poursuites judiciaires en harcèlement moral contre cette professeure. Et cette situation inédite, bien entendu, fait face à des résistances de l'éducation nationale qui a fini par reconnaître sa responsabilité. Et là, devant le tribunal correctionnel, il y a eu encore une résistance qui, je l'espère, se lèvera devant la cour d'appel et condamnera cette professeure. Et concernant cet appel du parquet, l'enseignante accusée se dit confiante. On l'écoute. Je suis très sereine et je ne doute pas vraiment de l'issue du deuxième ira dans le même sens que le premier. Je vais quand même profiter, je dirais, de la relaxe qui a été prononcée en ma faveur pour avancer dans ma vie et me retrouver beaucoup plus paisible que les années qui viennent de se dérouler. Et la date du procès en appel devrait avoir lieu d'ici 1 an à 1 an et demi.
On se rend en Gironde désormais où une enseignante est menacée de viol et de mort dans des messages échangés entre les élèves du lycée Jean Monnet à Libourne. Et ce n'est pas la première fois puisqu'une enquête avait été ouverte en 2023 avant d'être classée sans suite. Le parquet de Libourne l'avait ouverte pour menace de mort à l'encontre d'une personne chargée de mission de service public commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Après des lettres retrouvées dans le hall du lycée ou glissées sous la porte de classe de l'enseignante, jeudi dernier, une adolescente du lycée recevait des messages anonymes à caractère raciste, des menaces de mort et de viol à l'encontre de l'enseignante. Si l'auteur reste inconnu, le parquet indique que, je cite, « l'enquête se poursuit activement, confiée à la brigade de recherche de Libourne en cosaisine avec la section de recherche de Bordeaux ». Et la carte scolaire ne cesse de se rétrécir. La décision concerne la fermeture du collège-lycée Frassati à Mandres-sur-Ver par la préfète des Vosges. Et la direction de l'établissement ne compte pas s'arrêter là. En effet, l'établissement a déposé un recours devant le tribunal administratif de Nancy pour contrer cet arrêté. Et l'audience s'est tenue aujourd'hui. La préfecture avait acté le 9 avril la fermeture définitive et immédiate du collège-lycée qui regroupe 38 élèves de la 6e à la terminale suite à des dysfonctionnements sécuritaires et pédagogiques, locaux détériorés, manque d'hygiène, absence de projet éducatif. Le collège-lycée avait déjà fait l'objet de plusieurs contrôles de la part de l'État en mai 2024. Je m'étonne de la disproportion par rapport aux élèves alors qu'il n'y a pas de péril imminent ni d'affaires pénales. Nos élèves, nos familles sont dans une certaine impasse pour l'instant. Voici ce que confiait Aymeric Tonnerieux, le directeur de l'établissement. Et pour le maire du village, cette décision n'est que la continuité logique suite aux préconisations de la commission. Après l'annonce d'Elisabeth Borne concernant l'interdiction généralisée de l'utilisation de téléphones portables dans les collèges à la rentrée de septembre, eh bien, le collège Saint-Louis de Le Puy-en-Velay a mis en place une nouvelle mesure, celle des pochettes pour pallier à l'installation des casiers. Arrivés devant l'établissement, les élèves glissent leur téléphone dans une pochette. Une fois fermée, elle ne pourra se rouvrir qu'en fin de journée après l'avoir badgée sur une borne magnétique. Cette mesure a été adoptée par l'association des parents d'élèves et permettent aux élèves de sécuriser leur téléphone et d'en être responsables. Pour les professeurs, ce dispositif est la garantie d'une meilleure concentration. Quant aux élèves, ils disent être moins tentés. À cela s'ajoute le caractère écologique de la mesure avec des pochettes fabriquées en France, une mesure largement validée par les familles. Et on termine ce journal en Corse, où les lycées sont en tête de liste des classements des meilleurs lycées généraux et technologiques de France. Oui, selon le classement du média L'Étudiant, ce phénomène s'explique par le caractère à taille humaine de ces établissements scolaires. Parmi les critères pris en compte par le média, on liste les résultats des étudiants, leurs mentions et leur réussite au bac dans un contexte social moins favorisé. Le lycée de Balagne à la première place, suivi par le lycée Fiumorne à la 4e, 9e place pour le lycée Laetitia, 26e place pour le lycée Georges Clémenceau. La liste est longue. Pour Vianney Loriquet, data journaliste chez L'Étudiant, je cite, « Les lycées avec peu d'effectifs s'en tirent en moyenne mieux au niveau du classement dans la plupart des indicateurs que les très gros lycées. On estime que c'est probablement dû à un accompagnement qui est plus facile pour ces lycées-là. Et pour le média, les lycées corses seraient aussi en tête des classements grâce à leurs critères non élitistes. » Merci Louisa. Ne pas abandonner la sécurité des enfants face au point de deal qui gangrène certaines villes, c'est toute la problématique soulevée par la situation de la maternelle Émile Zola à Saint-Ouen qui a dû déménager à cause du trafic de drogue. Alors comment préserver l'éducation malgré le narcotrafic? On en parle avec notre invité. Bonjour Emmanuel Constant. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Vous êtes vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. On va parler banlieue aujourd'hui, on va parler banlieue dans plein de choses positives, mais aussi forcément, dans cette actualité, déménager une école faute d'avoir réussi à déloger les dealers. Est-ce que vous comprenez cette décision à l'issue du vote ou est-ce que pour vous, ça ressemble plutôt à un aveu de faiblesse? Alors, moi, je connais surtout très bien le maire, Karim Bouamrane, et je peux vous dire que ce qui caractérise Karim Bouamrane, c'est tout sauf la faiblesse. Je crois qu'il a pris une décision en responsabilité qui est celle de répondre d'abord à une demande des parents d'élèves, des familles, et il a pris cette décision de façon provisoire puisque à l'évidence, il ne s'agit pas d'une fuite, il ne s'agit pas de laisser le terrain aux dealers, il s'agit de laisser le terrain aux forces de l'ordre le temps que ce point de deal soit résorbé, soit supprimé, comme 8
points de deal précédents l'ont été sur la commune de Saint-Ouen. Donc je pense que ce n'est pas du tout une reculade. Et encore une fois, pour bien connaître Karim Bouamrane, je peux vous affirmer qu'il n'est pas sur ce sujet-là, c'est pas quelqu'un qui recule, bien au contraire. Effectivement, il disait qu'il avait, alors moi j'avais pas lu 8, mais peut-être que c'est le cas, il en restait 2 points de deal aujourd'hui, effectivement 5 d'après ce que j'avais lu là, qui avaient été retirés, mais est-ce qu'ils ont été supprimés ou déplacés ces points de deal, les fameux 5 autres ou 7 autres? Moi, les informations qui sont les miennes sont telles que si l'on en croit les rapports de police et les propos tenus par le préfet de police Laurent Nunez, ces points de deal ont disparu. En tout cas de la commune de Saint-Ouen, et que les points de deal restants sont des points de deal qui sont en train de végéter, si je puis dire, puisque je crois qu'on parlait de chiffres d'affaires, entre guillemets, qui ont été divisés par 5. Une mesure conservatoire d'urgence, c'est exactement ce que disait le maire que vous citez, Karim Bouamrane. Ce qui prime, c'est la sécurité des enfants et les assistantes maternelles qui travaillent. Vous dites que ce n'est pas une fermeture définitive, mais temporaire. Est-ce que réellement on peut y croire quand on sait premièrement que déloger un point de deal, ce n'est pas évident, notamment en quelques mois, là on parle d'une rentrée de septembre, et d'autant plus lorsqu'on sait qu'a priori, d'après encore une fois les infos que l'on a, c'est une association qui va s'y installer. Alors comment on va faire pour cette problématique tripartite après? Que faire de l'association? Alors d'abord il faut y croire, parce que encore une fois, si on ne croit pas aux actions publiques conjointes et de la police nationale et des services de la ville, alors effectivement on peut toujours redouter le pire. Moi je crois qu'on verra dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ce que je constate, c'est que les classes de maternelle qui sont transférées le sont dans des locaux qui ne sont pas des locaux scolaires. Donc c'est ce qui renforce le caractère temporaire de ce transfert. Si la mairie et le maire Karim Bouamrane ont souhaité malgré tout installer des structures associatives dans ce lieu, c'est parce qu'il considérait, et je crois qu'on peut le croire compte tenu de sa connaissance de sa commune et du terrain, il considérait que les dangers qui étaient redoutés par les familles ne sont pas des dangers en tant que tels pour les structures associatives qui vont intégrer ces locaux, puisque ce qui posait problème, c'était de retrouver au moment des interpellations des policiers de la drogue qui était jetée par-dessus les clôtures et qui finissait dans la cour de l'école maternelle. C'était ça notamment le problème. Oui, notamment le problème, et vous faites bien de dire notamment, parce que les familles disent aussi se plaignent aussi du fait que dans cet immeuble qui est au-dessus effectivement de cette classe, Arago, eh bien voilà, il y a effectivement des personnes, des familles qui jettent des choses par-dessus l'immeuble. Donc en fait, c'est non pas que les dealers à rééduquer, si je puis dire, mais aussi carrément toute une frange de la population. Sans doute, c'est des choses qu'on observe à Saint-Ouen comme ailleurs. Oui, malheureusement, c'est pas propre à Saint-Ouen, c'est pas propre à la Seine-Saint-Denis. Vous avez raison de le dire, oui. Oui, mais je le dis parce que c'est vrai que on n'a pas toujours ce réflexe-là. Oui, l'éducation dans tous les cas de figure, qu'il s'agisse de structures scolaires ou d'éduquer les familles, les parents ou les plus âgés, c'est une nécessité dans tous les cas, bien sûr. On a vu, parce que je rappelle, vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, donc forcément cette affaire vous a occupé comme beaucoup d'autres aussi, mais on a vu beaucoup de familles qui étaient à la fois pour et à la fois contre ce déplacement. Pourquoi? Quels étaient les arguments de l'une et de l'autre, dans les deux camps? Bon, quand on est au-delà de l'école maternelle de Saint-Ouen, quand on est confronté à ce type de difficultés, vous avez d'abord des réflexes qui consistent à protéger les uns et les autres, à être sur un sentiment de protection. Puis vous avez aussi des réflexes qui consistent à dire je ne veux pas abandonner le terrain, je ne veux pas laisser la place à des dealers, à des criminels, à des délinquants, parce que un service public qui recule, ce sont des territoires qui après sont abandonnés et il n'en demeure des habitants. Donc, et ça c'est un vrai sujet. Que les décisions soient partagées, c'est comment dire, parce que le vote a été très, très serré, si je puis dire. Dans les familles, on est à 3 ou 4 voix près d'écart. Donc on a effectivement un sentiment qui était très, très mêlé, avec, je vous dis, cette volonté sans doute de ne pas laisser la place aux dealers, et en même temps la volonté de ne pas confronter ces enfants à la fois à un danger possible et surtout à une vision, à des comportements
à quelque chose qui peuvent les marquer, les influencer, qui sait, peut-être un peu plus tard. Alors certains dealers, ou en tout cas personnes qui sont dans ces gangs-là, ont parlé, ont été interviewés par des journalistes et disent mais on ne comprend pas, ça fait des années que c'est comme ça n'a jamais changé, on protège les enfants et on ne fera jamais rien contre les enfants. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce on connaît cet argument qui consiste à dire mais nous on a intérêt, nous dealers on a intérêt au calme parce que évidemment dès qu'on fait des bêtises on voit les forces de l'ordre arriver. On le connaît cet argument, on le retrouve à la fois dans les PV d'audition, on le retrouve aussi dans les séries qu'on peut regarder. Je pense notamment à la série The Wire qui est sur la ville de Baltimore. On le connaît cet argument, mais si effectivement on a eu ce type de comportement, c'est parce que les forces de l'ordre sont intervenues et que les forces de l'ordre ont harcelé les dealers sur différents points de vente et notamment sur celui-là. Et donc ça a amené les revendeurs à avoir des comportements, à, je vous dis, jeter les bouteilles ou de la drogue, des sachets de drogue par-dessus le mur d'enceinte de l'école. Donc c'est le fait d'avoir une action policière de répression, de harcèlement en direction de ces dealers qui les a amenés à adopter ce type de comportement lié à une fuite finalement. Des parents aussi ont témoigné d'avoir eu des altercations avec ces mêmes dealers. Une association qui va s'installer risque de vivre les mêmes choses. Peut-être, je ne sais pas. Parce que ce sont les enfants, c'est moins grave. Non, je pense pas. D'abord, on est sur des horaires différents. Vous savez, les points de deal le matin à 8h, il n'y en a pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on les voit surtout en fin de journée, on les voit surtout le soir. Et donc, à ce titre-là, l'entrée à l'école, finalement, amène relativement peu d'interaction entre des points de deal éventuels et des familles, ou même des élèves, ou même des collégiens. Moi, j'ai en tête quelques exemples comme ça de collèges qui sont à proximité d'un point de deal. L'entrée, ce qui peut poser problème, c'est plutôt les sorties d'école plutôt que les entrées. Après, les associations qui s'installent, si je puis dire, s'installent en connaissance de cause, avec un encadrement, là aussi, je pense, mais je connais mal la situation, je pense que si Karim Bouhamrane a fait cette proposition et que les associations sont prêtes à s'y installer, c'est en connaissance de cause et c'est fait et la décision est prise de manière responsable. La protection des enfants, mais aussi la protection du personnel, enseignants, évidemment, tous les personnels scolaires, c'est une vraie question, avec des activités qui ne devraient jamais se rencontrer non plus. Comment fait-on? Alors, en l'occurrence, lorsqu'on est vice-président du conseil départemental, c'est aussi peut-être une question qui vous occupe celle du personnel. C'est une question qui nous occupe, nous élus, d'une façon générale, parce que on peut être confronté effectivement à ce que des personnels soient en but avec ce type de délinquance. On a quelques dispositifs, d'abord qui sont des dispositifs de protection fonctionnelle des différents agents, soit des agents territoriaux là, qui dépendent du département de la Seine-Saint-Denis, soit des agents de la fonction publique d'État qui dépendent de l'Éducation nationale. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on travaille avec les autorités de l'Éducation nationale, notamment la direction départementale des services de l'éducation, pour accompagner les personnels qui pourraient se retrouver en situation de fébrilité ou de crainte. Et évidemment, les accompagner et les défendre et les soutenir en cas d'agression, ce qui, pour l'instant, n'est pas arrivé, en tout cas pas à Saint-Ouen. Et si je me remémore quelques souvenirs, il n'y en a pas immédiatement qui me viennent. Alors, il y en a quelques-uns. Effectivement, on parlait souvent de Grenoble et Marseille pour certaines villes qui ont pris des mesures surtout plus drastiques concernant le narcotrafic. Alors, réussite ou pas, ça, l'avenir nous le dira. Mais est-ce qu'il faudrait aller un peu plus loin, en tout cas? Est-ce que ce sont des discussions que vous avez, vous, à la fois au conseil départemental, à la fois avec, effectivement, le maire des villes de la Seine-Saint-Denis, parce qu'il n'y en a pas qu'une, pour pouvoir réfléchir à ce lien, à cette cohabitation, si je puis dire, malheureuse, entre les dealers et les habitants. Alors, nous, ce sur quoi on travaille précisément au département, c'est sur la question de la prévention des rixes entre différents quartiers. On a, dans quelques villes du département, des situations de rivalité absurdes. Mais qui sont liées au narcotrafic? Pas souvent.
Pas souvent ? Pas souvent, non, pas souvent. Des phénomènes finalement de rivalité, de guerre picrocolline, qui se transmettent comme ça de génération en génération, dont on ne connaît pas forcément toujours les raisons, qui peuvent parfois être liées à des luttes de territoire, mais liées au trafic de drogue, mais pas toujours, et j'allais même vous dire pas souvent. Et là, on travaille avec le Conseil métropolitain de prévention des risques. On fait des diagnostics de sécurité aussi pour éviter les intrusions, parce que parfois les établissements scolaires, étrangement, sont vus comme des endroits de refuge où un certain nombre de gens qui se sentent agressés, qui sont attaqués, viennent se réfugier dans les établissements scolaires, ce qui peut provoquer des intrusions d'individus extérieurs. Et ce qui prouve à quel point, effectivement, eh bien, les professeurs, les enseignants et tout le personnel éducatif a un poids très lourd sur les épaules, oui, en termes de responsabilité. Absolument, et qui prouve à quel point les écoles sont aussi considérées comme des sanctuaires, des refuges et des lieux protégés. Oui, enfin en tout cas qu'il l'était, parce que c'est plus toujours le cas aujourd'hui. On l'a vu avec les tragiques meurtres de Samuel Paty et Dominique Bernard. Mais là, on parle d'autre chose. On parle effectivement de rixes, vous l'avez dit, entre banlieues, entre peut-être gangs. Effectivement, le narcotrafic précisément, est-ce qu'il faudrait repenser... Alors les politiques de la ville, je sais que vous n'êtes pas le maire d'une des villes, mais ça n'empêche encore une fois qu'au conseil départemental, on a quand même une vision. Est-ce qu'il faudrait repenser justement ces politiques de la ville et avec quels outils de lutte? Parce qu'aujourd'hui, et j'aimerais votre avis là-dessus, aujourd'hui, la police, vous en parlez, elle n'est pas toujours quand même très bien vue par ses habitants. Quel est le rapport entre la police et les habitants? Alors, il y a plusieurs questions. Oui. Sur la question de la politique de la ville. Non, mais c'est très bien. Sur la question de la politique de la ville, moi, je pense qu'il ne faut pas la repenser, il faut surtout la réparer, il faut surtout la refinancer. Ou l'appliquer, peut-être, non? Et sans doute un peu l'appliquer, mais... moi, je connais bien, parce que je suis élu depuis longtemps sur le département de la Seine-Saint-Denis, un certain nombre des maires ou des personnes en responsabilité sont parfois même des amis. J'ai même commencé ma carrière professionnelle avec quelqu'un qui est spécialiste de ces questions-là, qui est Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois. On se connaît depuis 30 ans. Lui-même est dans une situation où il vous dit que la politique de la ville, aujourd'hui, ça n'est plus une priorité de politique publique d'État, et ce depuis longtemps. Et donc à ce titre-là, sans doute faut-il la repenser, il faut toujours repenser les dispositifs, mais il faut d'abord et avant tout témoigner d'un intérêt politique, d'un intérêt public, et puis aussi de financement. Vous avez entendu aujourd'hui les orientations budgétaires pour 2026 de la part du Premier ministre. Les collectivités territoriales sont de moins en moins financées par l'État sur des actions qui sont pourtant de la responsabilité de l'État et qui sont mises en œuvre au nom de l'État. Donc, sans doute faudrait-il les repenser. Sur la question de... Pardon, juste sur cette question-là, mais sur Opération Place Nette, par exemple, oui. Et justement, où est-ce qu'on en est de ces opérations Place Nette qui ont été mises en avant par le gouvernement? Et justement, est-ce que les financements servent aux politiques de la ville, au territoire, pour pouvoir faire cette fameuse Place Nette? Alors, sur les Places Nettes, aujourd'hui, ça se passe... Enfin, l'exemple de Saint-Ouen est de ce point de vue-là assez saisissant. Vous aviez une dizaine de points de deal sur la commune de Saint-Ouen. Vous en avez aujourd'hui 2 ou 3 qui sont encore en vigueur. Et on est sur des opérations Place Nette qui ont été pensées avant même le développement de cette politique publique. Donc ce sont des des choses qui fonctionnent et qui nécessitent des moyens policiers. Mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, c'est la question de la présence de la puissance publique. Il y a quelques années, à l'époque où Édouard Philippe était Premier ministre, il y a eu un audit sur la présence de la puissance publique dans les différents quartiers, dans les différents départements. Vous avez plus de personnel infirmier sur la ville de Paris, sur le département de la Seine, que sur la Seine-Saint-Denis. Vous avez plus de policiers par habitant sur Paris, vous avez plus d'enseignants titulaires sur Paris, etc. Vous regardez la place des agents publics sur le territoire national et vous vous rendez compte qu'il y a des territoires sur lesquels il y a une place de la puissance publique qui est inférieure. Il y a une vraie inégalité de répartition. Et c'est là-dessus qu'on doit se battre. Donc, donnez-nous en Seine-Saint-Denis, comme dans l'ensemble des départements qui sont dans des situations d'être défavorisés par la puissance publique. Donnez-nous les mêmes moyens et rendons équitable la répartition des moyens publics et vous verrez qu'un certain nombre de problèmes seront réglés
finalement assez rapidement. L'image, deuxième question du coup que j'ai posée avant, l'image que les habitants de la Seine-Saint-Denis ont des policiers et de la force publique. Ah, moi, je crois qu'il y a une vraie... Ils sont des alliés ou pas? Ah, je crois, bien sûr, oui, je crois. Ils sont vus comme tels? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, de la part des familles, de la part des enfants, de la part... Évidemment, évidemment, parce que chacun sait que... Finalement, les personnes qui sont les plus vulnérables face à la délinquance ou à la criminalité sont les personnes qui sont dans les quartiers les plus populaires, les plus défavorisés, ces familles qui ont le moins de ressources possible, qui sont dans une situation où soit on a affaire à une femme seule, soit on a affaire à des personnes âgées qui sont là aussi seules donc, évidemment qu'il y a une attente en direction des services de sécurité. Et contrairement à ce que certaines personnes, dans un raisonnement un peu commode et paresseux, expliquent, il ne suffit pas... c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on est moins attaché à l'ordre public. Bien au contraire. Je pense au contraire que le respect de la règle républicaine, le respect de l'ordre public, c'est d'abord et avant tout quelque chose qui s'adresse aux personnes en situation de vulnérabilité. Et les personnes en situation de vulnérabilité, vous les trouvez d'abord et avant tout dans les quartiers populaires. C'est pas la première fois, Emmanuel Constant, qu'on se retrouve dans cette situation à Nîmes, dans le Gard, en 2020. Un groupe scolaire avait été délocalisé déjà avec, pareil, gangréné par la drogue, avec utilisation d'armes de guerre. La même chose, il me semble, à côté de Grenoble, c'est ça, pour une école de journalisme. C'était en septembre dernier, quelques mètres à côté d'un immeuble, à quelques mètres, pardon, d'un immeuble qui était un point de deal. Toutes ces situations, finalement, on les connaissait depuis longtemps. Je l'ai cité, ces jeunes qui disaient eux-mêmes, bon, enfin, on est là depuis très longtemps, ça pose pas de problème, je comprends ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que finalement, la gangrène, hein, puisque c'est comme ça que c'est le thème qui revient aujourd'hui, elle devrait être pensée à un autre niveau que le vôtre. Est-ce que aujourd'hui, si je peux me permettre, vous êtes un peu dépassé, vous manquez de moyens, vous venez de le dire. Est-ce que vous êtes un peu dépassé? Est-ce que ça doit se faire vraiment au niveau du gouvernement? Je pense que ce qui manque, alors évidemment, c'est les moyens, ça c'est une certitude. Ce qui manque, c'est aussi une forme d'agilité. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont en capacité de se réorganiser très vite, de bouger d'un endroit à un autre, de constituer des équipes assez rapidement. Et parfois, la lourdeur de la mise en œuvre de dispositifs de sécurité ou de répression est telle qu'il arrive qu'on ait quelques temps de retard ou qu'ils aient quelques longueurs d'avance. Et c'est cela, moi, que je trouve intéressant dans ce qui s'est fait et dans ce qui se fait encore aujourd'hui à Saint-Ouen. C'est le lien particulier qui existe, le lien direct qui existe entre des maires de communes de Seine-Saint-Denis et la préfecture de police de Paris. Des liens dont on a qui ont été particulièrement resserrés et précis au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que l'enjeu de sécurité était un vrai enjeu, notamment au nord du département. Et j'ai vu, en tant que membre du COJOP, j'ai vu se nouer, j'ai vu se tisser, j'ai vu la qualité de la relation qui existe entre ces maires-là, je pense à Karim Bouamran, mais également à Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, avec la préfecture de police de Paris et avec le préfet Nunes. Le déménagement se fera le 28 avril, juste après les vacances de printemps, on dit ça comme ça maintenant, pour Pâques. Donc Karim Bouamran interpelle Elisabeth Borne et Bruno Retailleau en disant maintenant je compte sur les autorités, à vous de faire. Ouais. Il a raison. Je crois qu'il a pris sa part, il prend ses responsabilités, il trouve des moyens pour mettre les enfants, non pas à l'abri, mais en tout cas en situation de ne pas être des victimes collatérales d'interventions policières. Et maintenant que la place est libre, maintenant que les forces de l'ordre n'ont plus à se préoccuper de ce qui pourrait arriver aux enfants qui sont là, alors aux forces de l'ordre d'agir et à l'État d'agir. En espérant que ça ne se déplace pas juste à quelques mètres à côté. Merci beaucoup, Emmanuel Constant. C'est moi qui vous remercie. Du Grand JT. Merci beaucoup. Nous parler de cette actualité qui est un peu triste, mais bon, où il y a des personnes comme vous et le maire Karim Bouamran qui se battent aux côtés des habitants. Vous êtes vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Merci. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite dans le Grand JT. De retour
retour dans le Grand JT d'éducation. Je suis ravie d'accueillir Auria Marlouf. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire de l'exposition Banlieue chérie au Musée national de l'histoire de l'immigration qui se trouve Porte Dorée à Paris. Donc, la Porte Dorée, c'est un endroit aussi merveilleux à Paris, tout comme cette exposition qu'il faut absolument voir. Un autre prisme de la banlieue qu'on a envie de voir aussi et de chérir, justement. Cette banlieue artistique, cette banlieue qui a tellement évolué au fil du temps, dont on garde souvent un peu ce jour ces clichés, quoi, ces images, ces idées reçues. Sortir des clichés, c'était vraiment l'objectif ? C'était vraiment l'objectif. C'est précisément ce contre quoi on voulait de se battre. Dès même le titre de l'exposition, Banlieue chérie, banlieue au pluriel, parce qu'il y a autant de banlieues que de manières d'habiter la banlieue, et autant de définitions possibles qu'il y a d'habitants et d'habitantes de ces territoires, souvent marginalisés, souvent décrits dans plein de médias, de discours, d'histoires très officielles, qui oublient, à notre sens, beaucoup des histoires qui se passent derrière justement ces grands clichés que sont les grandes façades, les grandes tours d'immeubles et les grands paysages un peu bétonnés et un peu anonymes dans lesquels on a voulu réintroduire plein des visages qui font toute la diversité des banlieues, toute la richesse des banlieues et tout l'amour qui est porté à l'intérieur des banlieues et pour les banlieues. D'où ce titre de Banlieue chérie. Tout comme n'importe quelle ville ou village, effectivement, derrière cela, il y a des êtres humains et qui portent forcément une histoire, forcément un parcours de vie et aussi un amour pour l'art, quel qu'il soit. On parle souvent de l'art du street art, mais il y en a plein de différents. Déjà, peut-être raconter comment vous avez organisé cette expo, parce qu'elle raconte aussi peut-être l'histoire des banlieues, la manière de s'évoluer. Oui. Complètement. C'était vraiment un casse-tête, dans plein de sens, d'organiser cette histoire, qui est une proposition d'histoire, faite de tout plein d'autres histoires qu'on a essayé de mettre ensemble, avec d'abord mes deux collègues commissaires, Susana Gallego-Cuesta et Émilie Garneau, alias Aletheia, qui est aussi artiste et travailleuse culturelle à Grigny-la-Gornebonne et à Corbeil-Essonnes notamment, mais aussi avec un conseil scientifique qui nous a beaucoup épaulés dans ce parcours qu'on a essayé de faire à la fois historique, artistique, chronologique, mais plutôt thématique. Il y a plein d'allers-retours. Dans notre conseil scientifique, il y a un historien, Emmanuel Bélanger, une journaliste et chercheuse, Shaima Drira, et une écrivaine, Chloé Corman. C'était l'occasion de faire dialoguer ensemble toutes ces voix, d'où qu'elles parlent, d'où qu'elles partent, pour des personnes qui ont vécu, travaillé ou œuvré en banlieue, depuis les banlieues, dans les banlieues. L'idée, c'était d'aménager un peu tous ces discours à partir d'une grande borne chronologique qui est la fin du 19e siècle et l'annexion des petites provinces autour de Paris par Paris, la grande capitale. On a pris du coup ce parti pris directement très géographique francilien parce que c'est un peu en Île-de-France que se sont inventés pour la première fois de manière sociologique et historique. Ça, c'est Emmanuel Bélanger qui vous le raconte dans le catalogue de l'exposition. Que se sont inventées du coup ces terminologies et ces premières définitions des périphéries, des centres et une première colonisation de l'espace de la périphérie par les centres. C'est ce qui est écrit en particulier dans certains guides touristiques et caricatures qu'on a recueillis et qui ouvrent cette exposition, en même temps que deux choses, un grand face-à-face qu'on est très fiers aussi d'avoir pu faire dialoguer. L'aventure ultime qui représente les banlieues avant même qu'on les associe aux termes de banlieue qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Monet et les impressionnistes, avec des emprunts qu'on a fait au musée d'Orsay et qui montrent cette banlieue très douce et très chérie à l'époque de ce moment où Paris a commencé à annexer les petites communes qui étaient alentour et où les guides touristiques et les journaux à l'époque conseillaient aux Parisiens et aux Parisiennes et à toutes les personnes qui étaient plutôt en ville. D'aller prendre l'air. Oui, complètement. D'aller y faire la fête, c'était les balles de... D'aller vers la nature, avant qu'il y ait des grandes autoroutes qui se construisent, des tunnels... Des périphériques. Des périphériques. On parle du périphérique avant le périphérique avec la zone qui était cet espace un peu interstitiel qui a été construit un peu dans la débrouille et dans le brick et le broc et les baraques qui ont été aménagées par essentiellement les chiffonniers qui venaient faire les ordures dans les territoires de Paris et récupérer un peu ce qui pouvait se récupérer et qui se sont installés un peu comme ça dans la débrouille tout aux alentours de Paris, qui ont donné lieu ensuite aux cités de transit. Les premières, avant les cités de transit, les bidonvilles, dont on a deux exemples un peu fameux en Île-de-France, celui de Champigny et de Nanterre, dont on a plein de photos qui viennent nous raconter ces histoires, qui au fur et à mesure ont poussé les autorités et les compétences électorales, les pouvoirs, à aménager de plus en plus l'accueil de toutes ces personnes qui arrivaient essentiellement pour travailler. C'est en quelle année ça, à peu près ? Les cités de transit, ça commence autour des années 30, 40. Et ça, c'est avec l'industrialisation aussi ? C'est ça, complètement. En fait, les bidonvilles arrivent un peu dans la débrouille au fur et
à mesure que l'industrialisation fait venir de plus en plus de gens, mais qui viennent d'abord de plein de régions qu'on a oubliées, de la Bretagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal plutôt voisin, et puis après qui viennent de pays un peu plus lointains pour l'époque, de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord, en Afrique noire, et qui viennent d'abord s'installer un peu comme ça dans les bidonvilles, puis dans les cités de transit, qui sont des cités construites, c'est Mehdi Charef qui le dit, en attendant. Mehdi Charef qu'on cite aussi dans notre exposition, parce que c'est, je vous le disais, un parcours de plein de voies différentes qu'on a essayé de trouver dans des documents d'archives, dans des photographies, dans des toiles, dans des œuvres d'art, dans énormément de choses très différentes, mais aussi dans les livres. Et il y a toute une foule d'auteurs, autrices qui ont raconté aussi ces histoires. Mais qui racontent vraiment le thème, la notion de bidonville, parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on ne pourrait pas trop associer à Paris et à sa banlieue. Pour autant, c'est un mot que vous utilisez plusieurs fois, vous insistez sur ce sujet. C'est validé par les historiens. Oui, parce que quoi? Parce que manque d'hygiène, parce que des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui ne sont pas scolarisés, parce que quoi? Je connais pas la terminologie exacte de bidonville au sens historique du terme. Mais en tout cas, sur le plan artistique, c'est ce que vous retrouvez effectivement dans l'exposition. Mais c'est aussi un mot géographique, urbanistique et historique qui définit ces zones qui étaient faites de baraquements, de pas d'eau courante, de pas d'électricité, de plutôt, oui, effectivement, manque d'hygiène et aussi des investissements complets des autorités locales qui, justement, pour résorber cette crise du mal-logement et de tout ce qui a été construit un peu dans la débrouille, ont construit d'abord les cités de transit en attendant pour pouvoir construire ensuite les cités qui sont les cités, les grands ensembles et tous les tours beaucoup plus en dur où pour le coup il y avait l'eau à tous les étages, l'électricité à tous les étages, parfois des ascenseurs, parfois tout plein de choses qui étaient aménagées du coup dans ces grands ensembles qui ont vu le jour à partir des années 50 et jusqu'à 73 où la circulaire Guichard a arrêté la construction de ces grands ensembles qui, au final, ont été construits très rapidement et parfois pas assez faits pour durer, quoi. Bref, il y a eu quand même tout ce moment dans l'histoire où les grands ensembles, c'était le summum de la modernité, de l'hygiène, de la vie en société. Et vraiment, pour des personnes qui étaient plutôt arrivées dans des bidonvilles ou dans des cités de transit, à la base, c'était vraiment un luxe, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça, vous parlez évidemment du devoir de mémoire au travers de cette exposition, bien sûr de l'histoire qui est racontée, du prisme aussi et surtout de l'engagement et de la créativité parce que, effectivement, au travers de ces parcours-là, qu'ils soient dans ces bidonvilles ou dans ces ensembles ou pour tous ceux qui ont habité tout de suite au centre de Paris, ça reste aussi des engagements politiques, des engagements sociaux qui s'opèrent très vite. Oui, complètement. Et qui se formulent à plein de niveaux. On parle dans notre exposition du communisme municipal, en particulier, qui est un grand moment de l'intersection entre les luttes politiques, les volontés d'élus de construire des cités tout entières, et en même temps d'apporter un peu, entre guillemets, tout ce rapport à l'art, au sport et au loisir. Mais on parle aussi des engagements politiques qui sont un peu plus discrets, qui ne s'appellent pas vraiment engagement, mais qui se formulent dans les coups de pinceau de Yann Fofana ou de Naïla Chermakishti, de Ibrahim Maïté Sikali ou de Lassana Nassar, qui parlent de leur enfance à Bondy, à Vitry-sur-Seine, à Gennevilliers, ou encore dans les films de Ryan M. Sirdi, qu'on fait dialoguer avec justement ce grand face-à-face dont je vous parlais tout à l'heure, qui inaugure aussi l'exposition. En face de Claude Monet et du bassin d'Argenteuil, il y a Ryan M. Sirdi et Le Croissant de Feu, un film qui parle de la gentrification de la cité des Gentianes entre Asnières-sur-Seine et Gennevilliers. La gentrification, on rappelle ce que ça veut dire? On rappelle ce que ça veut dire. La gentrification, c'est le moment où, en urbanisme, on construit des ensembles un peu plus modernes, un peu plus récents, qui, et ça c'est la définition première, apportent un nouveau pouvoir d'achat, un nouveau niveau de vie, qui force certaines populations qui étaient là avant ces nouveaux ensembles à partir un peu plus loin, parce qu'elles ne peuvent plus forcément se permettre de vivre dans des quartiers dont les prix des commerces, de la vie de tous les jours a vachement augmenté. Donc on imagine effectivement des répercussions très très importantes pour tous les habitants en l'occurrence. Vous faites une différence entre les banlieues douces amères et les banlieues centrales, pourquoi? Pour aménager l'histoire. Pour la thématisation, certes, mais il y a quand même une histoire qui est racontée. Forcément, quand on parle de banlieues douces amères, vous citez la Courneuve, Saint-Denis, Créteil, Sarcelles, Aubervilliers. C'est des images qu'on a, en fait, encore une fois, des clichés, des idées reçues sur des lieux qui sont compliqués, où il peut y avoir effectivement quelques violences ou quelques trucs. Et pour autant, ce sont des territoires qui sont en constante mutation, en constante évolution, engagement et sur le plan artistique très très forte. Pourquoi douce amère? C'est cette idée-là, justement? Oui, c'est exactement. De la beauté, de ce qui peut s'en dégager, tout comme de la violence? Et de toute la nuance qui se niche entre les deux, et que rien n'est binaire finalement, que tout ce qu'on essaye de convoquer dans cette polyphonie de toutes les voix et de tous les attachements, parfois doux, parfois amers, parfois violents, parfois rien du tout, parfois l'ignorance, parfois juste l'amour aussi qui se dégage pour tous ces lieux dont on oublie souvent les visages et où on a voulu montrer l'attachement, que ce soit l'attachement vraiment très tendre et amoureux à un salon d'une grand-mère qui a disparu et dans lequel on se souvient
tout plein de souvenirs d'enfance. Il y a plein d'installations comme ça, une installation de Anne-Laure Boyer qui reconstitue un appartement d'une famille qu'elle est allée visiter, de tout un projet qu'elle a mené à Bordeaux dans les années 2000, au moment où une cité était encore en train d'être détruite dans le cadre de grands plans de réaménagement urbain qui ont essaimé toute la France dans les années 2000. Bref, elle est partie collecter ces histoires aussi de comment on a habité des lieux et essayer de les redonner à vivre un peu, au moins le temps de l'exposition. Mais ça passe aussi par quelque chose qu'on est très fiers aussi d'avoir amené dans cette exposition, c'est encore d'autres voies, autres celles artistiques, celles qui se situent aussi à d'autres intersections encore entre le journalisme et l'artistique, avec un bureau de presse qu'on a mis dans cette exposition pour essayer toujours de filer cette ferme conviction de vouloir recadrer les clichés et proposer d'autres discours que ceux des discours dominants qui mènent à tous ces stéréotypes. Former l'esprit critique toujours, effectivement, et pour les jeunes, mais on va y venir juste après. Dernière petite chose, quand on parle aussi des banlieues, il faut penser aussi que ce sont souvent des lieux, et tant mieux d'ailleurs, qui sont des lieux où naissent les plus grandes luttes pour l'égalité, des luttes en tout cas pour la mixité sociale, des luttes pour des engagements, alors que l'on suit ou que l'on ne suit pas, mais en tout cas qui font partie de notre histoire. Oui, complètement. Et là, on a un grand mur d'archives des luttes de 1970 à 2020 et aux luttes plus récentes qui a été confectionné par deux personnes de deux générations différentes, mais qui sont toujours en dialogue et qui dialoguent, dont le dialogue est assez essentiel, par Vince, alias Kaber, qui est un street artiste et un militant, notamment du mouvement Immigration Banlieue, le MIB, et par Mognis Abdallah, qui est le cofondateur de l'agence Immédiat et qui conserve encore dans ses archives une foule de banderoles, de prospectus, d'affiches, de tracts pour aller dans les manifestations et fédérer un peu toutes ces luttes. C'est ce qu'on a essayé de raconter avec eux et par leurs récits et par leurs témoignages aussi et par la musique aussi. Ça passe aussi par la musique, par Carme de Séjour, ce groupe emblématique des années 80. Mais c'est vrai que les luttes dont vous parlez, les tracts de mobilisation, vous parlez du communisme qui est vraiment assez restreint aujourd'hui dans les votes. On le voit bien, il y a encore quelques décennies, c'était très très fort, et notamment dans ces banlieues-là. C'est aussi de voir l'évolution de l'engagement politique, l'engagement social qui s'opère à travers ces expos. Complètement. On parle du communisme, puisqu'on parle de l'utopie aussi communiste qui a présidé à pas mal de la construction des grands ensembles. Et on sait qu'il y a plein de cités qui s'appellent la cité Gagarine à Vitry-sur-Seine, ou dans tout plein d'exemples de la banlieue rouge. Des cités qui sont... la cité Gagarine, elle a été démolie aussi au début des années 2000-2010. Et avec elle, un peu... toutes les réminiscences de ces banlieues qui sont de moins en moins rouges, et si on le voit avec les derniers scrutins. Mais en parallèle de ça, cet engagement politique, il n'est peut-être pas aussi organisé qu'on pouvait l'avoir à l'époque, mais en fait, il existe et il est extrêmement présent, extrêmement organisé, mais d'une autre manière. C'est ce qu'on essaye de montrer en particulier dans ce bureau de presse, où on a fait un partenariat avec le Bondi Blog, qui est une de ces entités médiatiques ultra importantes aujourd'hui, qui est née en 2005. À la suite des émeutes qui ont essaimé dans toute la France à la mort de Ziad Ebouna et qui a un peu généré une prise de conscience nationale mais aussi mondiale sur ces banlieues qu'on a présentées à l'époque comme des no-go zones et comme des terres de tous les dangers, de toutes les violences. Il y a plein de personnes qui à ce moment-là se sont saisies de l'urgence de raconter pour soi-même et par soi-même sa propre vie et la multiplicité des vies. Et c'est ce qu'on propose aussi, de formuler ces engagements qui passent par tellement de formes différentes, mais qu'on a choisi de montrer par l'art et par ce bureau de presse, par des podcasts, par des articles qui sont en consultation, par une collection de fanzines aussi qui a été compilée par Lucas Roxo, qui est un journaliste aussi, éducateur aux médias. Pardon. Je vous en prie. Qui nous a prêté un morceau de sa collection de fanzines qui compile depuis les années 2000 et dans lequel il recense tout plein d'exemples aussi de auto-racontage d'histoire. Alors, cette exposition, donc on le rappelle, Banlieue chérie, elle a démarré le 11 avril, elle continue jusqu'au 17 août 2025 au Musée national de l'histoire de l'immigration Porte Dorée à Paris. Mais il y a aussi une expo hors les murs, cette fois-ci, qui s'appelle baptisée Les Rebonds et qui propose 3 expositions, c'est ça, capsules, davantage pour les jeunes, mais enfin, elle concerne évidemment tout le monde. Racontez-nous ce qu'on va y trouver. L'idée de parler des banlieues, c'était aussi de parler en banlieue directement et de ne pas faire venir toutes les banlieues du monde jusqu'à Paris, de faire venir le maximum de gens, mais aussi d'aller parler directement dans les lieux qui étaient concernés directement par nos expositions, quoi. Et il y a 3 expositions rebonds, une à Vendœuvre-les-Nancy, qui est menée par Susana Gallego-Cuesta, qui par ailleurs travaille au musée des Beaux-Arts de Nancy, une à Corbeil-Essonnes, dans laquelle a œuvré beaucoup Aletheia,
et une à La Courneuve, dont je m'occupe avec le service pédagogique du musée de l'immigration, mais aussi avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la collection d'art contemporain de la ville de La Courneuve. Vous avez cité tout le monde, je vous rassure. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que vous allez dans les classes. Et ensemble, on leur présente tout ce patrimoine qui est déjà à disposition dans tout plein de réserves. Et ensemble, dans ces vastes ensembles documentaires, artistiques, patrimoniaux et archivistiques, on choisit avec 6 classes de CM2 qui ont bientôt intégré donc, des écoles Paul Doumer et Anatole France à La Courneuve, dans le quartier des 4 Routes, dans lequel se construit un nouveau collège. Le collège des 4 Routes, qui est un collège dans un quartier qui était vachement délaissé en termes d'éducation nationale, où avant il fallait marcher beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire. Que cette expo va se retrouver là-bas. C'est ça, mais en fait une forme un peu détournée de cette exposition. Ce qu'on reproduit là-bas et ce qu'on reconfectionne ensemble avec les classes de CM2, c'est comment écrire sa propre histoire à partir de plein d'histoires d'art qui sont conservées dans des collections pas si loin de chez eux. Et donc moi j'accompagne 2 classes qui sont commissaires d'exposition. On choisit tous ensemble des œuvres préexistantes. Les 4 autres classes sont accompagnées par 4 des artistes qui font également partie du parcours de l'exposition au musée de l'immigration. Donc Ibrahim Meïté Sikeli, Naïla Sharmakishti, Cindy Banani et Ryan M. Sirdi, plus Lassana Assar qui va nous aider à confectionner les affiches. L'idée c'était de tous ensemble se saisir aussi de l'art pour raconter toutes les histoires. On l'est bien raconté. Les enfants sont Vous avez une capacité à dire des tonnes de choses en 10 minutes qui me fascine, Auria. Auria Marlouf, qui est commissaire en plus de l'exposition Banlieue chérie au Musée national de l'histoire de l'immigration Porte Dorée. Autant dire une petite chose, c'est que je ne connais personne qui vienne d'une banlieue et qui n'ait pas gardé en lui ou en elle plutôt cet amour, cette tendresse pour sa banlieue, pour son spot, quoi, pour son petit monde à lui ou à elle. Voilà, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On va marquer, non pas une courte pause, bien entendu, on va retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique, vous nous emmenez en Turquie où les étudiants veulent changer le système, c'est, je cite, ils se révoltent contre le régime autoritaire d'Erdogan, le président en place. En effet, Virginie, direction la Turquie où depuis mars, les Turcs et particulièrement les étudiants se mobilisent dans les rues d'Istanbul et d'Ankara contre le régime du président Erdogan et le contexte économique du pays. Car les jeunes jusqu'alors n'ont connu qu'un seul régime et il s'agit du régime autoritaire et ce qu'ils veulent, c'est empêcher les restrictions des libertés. Alors pour comprendre ces manifestations, il faut remonter au 19 mars dernier, jour d'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, que l'on voit en photo. Depuis, il a été démis de ses fonctions et incarcéré. Alors officiellement, il a été arrêté pour corruption et terrorisme, mais officieusement, on parle d'un coup d'État opéré par le président Erdogan pour l'empêcher de se présenter au présidentiel de 2028. Depuis, les habitants scandent droit, loi et justice dans les rues de la capitale. Et si avec le ramadan et la fermeture des universités, les manifestations étaient moindres, et bien elles ont repris de plus belle. Alors quelle est la ferveur sur place? Comment se sentent les Turcs? Nous allons écouter plusieurs témoignages de manifestants au micro de Marie-Pierre Véraud sur France Inter. Comme vous pouvez le voir, il y a ici des collégiens, des étudiants, des retraités, des ouvriers, des pauvres, des femmes, des vieux. Tout le monde est ici parce que les gens se sentent étouffés par toute cette pression. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'est génial que l'on soit tous là pour partager la même idée. C'est un bon signe. Cela me remplit d'espoir. Il faut continuer à se mobiliser jusqu'à la victoire. On est ici, on va continuer. Jusqu'à ce qu'ils soient tous libérés et que notre maire soit libéré. On veut qu'il reprenne sa place et une fois qu'il sera de retour, on exigera des élections anticipées. Et alors, quels sont les impacts de l'arrestation du maire d'Istanbul, İmamoğlu, c'est bien ça, İmamoğlu, sur les étudiants? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, boycott des cours, grève, les mobilisations aussi se déploient sur les campus étudiants. Ils chantent, courent et dansent, et même crient, c'est ce qu'ils disent. Leur objectif, c'est de sauver la démocratie turque. Et on va écouter d'ailleurs beaucoup de témoignages d'étudiants sur place, toujours au micro de Marie-Pierre Véraud sur France Inter. Oui, c'est entre nos mains, nous les jeunes, les étudiants. Nous sommes debout pour que ça change. Ils essaient de voler les rêves de la jeunesse. Et nous, aujourd'hui, on dit stop. Nous sommes tous les jours dans les rues. On affronte la police. Nous sommes décidés à faire tout ce qui est en notre pouvoir. Nous irons jusqu'à la révolution. On n'en peut plus, on ne supporte plus cette situation. Ça va très mal, on n'a plus de liberté, on ne peut pas boire de bière, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller à des concerts. On veut notre jeunesse qu'ils nous ont volée il y a 20
temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les prisons pour absolument rien. Il n'y a pas de justice en Turquie. Si tu dis ce qu'ils veulent, c'est très bien, tu es magnifique, ils t'aident. Mais si tu ne penses pas comme eux, c'est très difficile de devenir quelque chose en Turquie. De soi, il y a dans un métier très bien, dans un place très bien. On doit lutter contre ça, je pense. Et alors, une telle mobilisation de la part des étudiants surprend. Voici ce que disait un professeur de l'université d'Istanbul, je cite, « Au début, quand İmamoğlu a été arrêté, l'organisation du CHP appelait les gens à venir manifester devant le bâtiment de la mairie d'Istanbul. Les étudiants y étaient présents et restaient le soir quand les plus âgés ou les gens du CHP partaient. Et alors, les étudiants se confrontaient à la police. Maintenant, les étudiants s'organisent eux-mêmes. Ce sont eux et elles qui mènent ce mouvement. » Alors, conclusion, il y a 2000 personnes qui ont été arrêtées. Parmi celles-ci, on note des professeurs, des journalistes, des étudiants et des mineurs. C'est plus de 300 étudiants qui ont été placés en détention provisoire, parfois même maltraités par les forces de l'ordre. Et jeudi dernier, 107 étudiants ont été libérés. En mars, plusieurs villes ont porté leur soutien au maire d'Istanbul, comme la maire de Paris qui l'a élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Paris. Et pour les Turcs, sur place, je les cite, le combat ne fait que commencer. Merci beaucoup Louisa. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Vous êtes la fondatrice d'Opalcare. Ce sujet-là, des violences sexistes, conjugales, sexuelles, vous le connaissez par cœur parce que c'est notamment votre expertise, ce dont vous avez fait votre métier, notamment via Opalcare. Est-ce que vous voulez bien nous présenter ce que vous faites justement en quelques mots ? Bien sûr. Alors Opalcare, c'est une plateforme en ligne qui va permettre de faire de la prévention, mais cela à travers un diagnostic en fait. On va venir éplucher à travers 200 questions, ça prend 15-20 minutes, un petit peu toute la relation d'une personne en posant des questions qui peuvent paraître anodines, voire plus pointues. Et à partir de là, on va pouvoir poser un diagnostic sur les violences que subirait cette personne selon les différents types, qu'elles soient psychologiques, sexuelles, physiques, administratives, économiques, vicariantes, donc qui concernent les enfants, ou les cyberviolences. Donc nous, on va venir faire un panel de tout ça, on va expliquer ce que sont ces violences et on va venir guider à travers ça les victimes pour leur donner les moyens de s'en sortir le plus rapidement possible et comprendre que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Elle incarne, écrivez-vous, tous les archétypes adolescents. C'est ça qui en fait, c'est un précipité de tout ce qu'on traverse à l'adolescence. Oui, tout à fait. En fait, c'est un personnage évidemment héroïque, mais quand elle arrive, elle représente à la fois la fille un petit peu qui veut être cheerleadeuse, qui veut s'intégrer dans son lycée, qui veut un petit copain, qui veut être normale, qui veut avoir des amis. Et puis, elle est plus que ça. Elle est spéciale et elle va avoir un destin qui fait qu'elle a beaucoup de responsabilités très jeune et en même temps, elle est très fliquée quand même par son observateur, par sa mère, et du coup elle est comme ça, elle représente aussi cette adolescente qui à la fois se sent déjà adulte et en même temps qui est en prise avec toutes ses limites. Oui, voilà. Et qui au fil des épisodes va rencontrer tout ce qu'on rencontre pendant l'adolescence, la sexualité, la solitude, le corps qui se transforme, la dépression. Vous-même, vous l'avez rencontré, Buffy, quand vous étiez ado, et une ado pas super heureuse, si j'ai bien compris. Ouais, je pense que pour le coup... Je me permets parce que vous l'écrivez. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que Buffy a vraiment été une bouée de sauvetage pour moi. J'ai découvert, j'avais 14-15 ans dans la fameuse trilogie du samedi soir, je pense, qui a bercé toute une génération, la mienne, quand on était ado à ce moment-là. Et en fait, comme pas mal de gamins à cette époque-là, le collège, le lycée, c'est pas toujours facile. J'ai vécu des moments de harcèlement scolaire. Vous avez sans doute dû en parler d'ailleurs dans pas mal d'émissions. Absolument. Malheureusement, on continue à en parler. Ouais, malheureusement, et c'est encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est encore une autre dimension. Absolument. Mais déjà, c'est hyper dur de vivre ça. Et en fait, voir cette héroïne qui défend les plus vulnérables, qui s'en prend, qui rétorque, qui riposte face au harceleur. À Sunnydale, il y en a dans l'épisode, et qui combat aussi des démons qui représentent différentes angoisses adolescentes. Il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis. Ça vous a aidé à sublimer, c'est ça. Ouais, c'est un effet de catharsis. Voilà. Comment ça se passe? Toujours avec le bataillon de Joinville? Toujours avec le bataillon de Joinville. Depuis 2018, toujours sergent. Toujours. On dit sergente ou sergent? Sergent. Sergent. Et ça t'apporte quoi justement de... Ah, elle est bien cette photo. D'évoluer avec avec la famille, avec l'armée des champions. C'est un véritable plus. C'est vrai que c'est notre employeur. Nous, ça nous apporte une sécurité financière qui est
énorme en fait dans le sport de haut niveau. Ça, c'est vraiment un côté qui est très important, surtout dans un sport comme le BMX où il y a très souvent des blessures et du coup, il faut... Tu sais de quoi tu parles, hein. C'est ça, il faut pouvoir vivre. Et du coup, il y a ce côté-là et en fait, on a plein de valeurs qu'on a en commun et qu'on partage, des valeurs de cohésion, de dépassement de soi et je trouve ça génial justement d'être à l'armée parce qu'on rencontre les différents corps, on rencontre les différents sportifs de haut niveau et à chaque fois, à chaque rassemblement, on passe vraiment des moments spéciaux. Et ça correspond à ton caractère, tu t'es rapidement habitué aux différentes routines. Bon, j'ai pas exhumé les vidéos de 2022 où on te voit avec ton lit de camp. Pas tout ça, mais moi j'imagine qu'il faut s'habituer. Il faut s'habituer, c'est dur. Je pense que par rapport à mon caractère, le plus dur c'est le matin, quand il faut se lever assez tôt à 5h du matin. Exactement. Ouais, il y a des petits trucs où il faut s'adapter, mais c'est toujours une expérience superbe et ça nous endurcit. Ce qu'on sait moins, c'est que ces formes de violences justement sexistes et sexuelles, elles touchent et elles sont très fréquentes aussi chez les jeunes. C'est un point qui vous tient à cœur aussi. Oui, les violences sexistes et sexuelles et les violences au sein du couple, elles touchent beaucoup les jeunes. Alors souvent, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de couple quand on parle de mineurs, mais à partir du moment où on a une relation amoureuse avec quelqu'un et qu'il y a un rapport de domination, eh bien c'est là que tout se joue. C'est à ce moment-là, c'est dès les premières relations que tout se joue. Donc le questionnaire Opale, par exemple, il va être adaptatif. Donc les mineurs, on ne va pas leur poser les mêmes questions que les adultes. Il y a des questions qui ne vont pas les concerner, on ne va pas aller là-dessus. Et la manière de formuler les réponses et les questions également. Mais l'important, c'est que dès 12 ans, quand on commence à avoir ces premières relations amoureuses, s'il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise, si on ne se sent pas très bien, c'est pas un signal que ça va en fait. L'amour, c'est censé donner des ailes, c'est censé te rendre heureux, pas l'inverse. Donc nous, dès 12 ans, on va permettre aux jeunes de trouver les réponses là-dessus et on va rappeler le message qui est important, c'est parlez-en à un adulte, parlez-en à l'infirmière scolaire, parlez-en à un prof en qui vous avez confiance, mais restez pas seul avec tout ça, il n'y a pas à avoir honte, quoi. C'est vrai que de toute façon, c'est une série qui a été assumée dès le départ par son créateur Joss Whedon comme une série cheval de Troie pour planter des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, de féminisme. Joss Whedon est un homme qui a grandi avec une maman féministe de la deuxième vague des années 70 américaine. La série est créée dans les années 90 en plein troisième vague aux États-Unis. Et en fait, c'est vrai qu'elle aborde beaucoup de sujets où après MeToo, quand on a réinterprété, quand j'ai relu, regardé, revisionné cette série, je me suis rendu compte qu'il y a des thèmes qui étaient complètement avant-gardistes. Pas du tout à l'époque. Oui, clairement. Un mini-mot quand même sur Joss Whedon, dont vous découvrez, comme tout le monde d'ailleurs, en lisant les journaux à un moment donné, qu'il fait une série féministe qui défend des belles valeurs, mais que lui, il n'a pas un comportement exemplaire, loin s'en faut. Tout à fait, c'est là où c'est toujours compliqué entre la fiction et, je pense, les valeurs qu'on veut promouvoir et puis sa vraie vie. Et du coup, c'est vrai que Joss Whedon a été rattrapé parce qu'en fait, il a eu un comportement de travail aussi qui n'était pas professionnel. Et en fait, ça s'est perpétué sur ses autres plateaux de tournage, ce qui fait qu'à un moment donné, ça a explosé dans les années en 2021 ou 2022. Et du coup, moi, j'étais au milieu de l'écriture de ce livre. Et donc j'ai vraiment réfléchi avec mon éditeur. On s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on continue à parler d'une série qui met en avant des personnages féminins, qui les empouvoire, alors qu'on sait qu'en coulisses, c'était très compliqué. Et en fait, en réfléchissant, on a aussi suivi ce qu'on continuait à dire, le cast de la série. Et le cast est toujours très fier. Voilà, Sarah Michelle Gellar qui incarne Buffy et qui a vraiment tout donné sur cette série pendant quasiment 10 ans. Et qui est même prête alors à reprendre un rôle parce qu'on a annoncé la mise en chantier d'une reprise de Buffy, c'est ça? Oui, il y a eu beaucoup de rumeurs pendant des années parce que Buffy s'est terminée en 2003. Donc là, on est 20 ans plus tard. Il y a eu des anniversaires, etc. Et en fait, finalement, Sarah Michelle Gellar a annoncé qu'elle était en discussion, effectivement, pour reprendre son rôle de la tueuse, iconique. Donc, les fans sont divisés entre ne touchez pas à cette série des années 90 et on veut revoir Buffy avec un pieu sur un écran. Donc, on a quand même un peu hâte de voir. Et comme quoi, on a toujours besoin de tueuses et de personnages comme ça qui portent des valeurs fortes. Avec un thème majuscule, on le précise là encore. Comment ça se passe, les études de kiné? Parce que bon, tu n'as quand même pas choisi le plus simple et mener de front effectivement 2 carrières qui sont ô combien exigeantes. En 4e année, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est combien d'années déjà pour être kiné? C'est 4 ans. Et du coup, je dédouble mes années, j'étale pour pouvoir faire et le BMX et kiné. Parce que faire une année complète avec tous les cours, c'est trop compliqué parce que j'ai trop d'absence déjà. Il y a des stages, il y a des compétitions et en plus, il y a tous les entraînements aussi qui sont au quotidien qui fait que ça ferait une charge beaucoup trop importante et c'est le meilleur moyen d'être moyen dans les deux ou de pas réussir les deux. En tout cas, j'ai
pas les capacités pour mener les 2 troncs à fond. Mais du coup, je dédouble. Donc là, ma 4e année, par exemple, je vais la faire en 2 ans. Donc là, j'ai fait la première partie et l'année prochaine, je vais faire la 2e partie. Et ça me permet justement de pouvoir m'entraîner et de pouvoir gérer mes études, en fait, d'être mieux organisée. Donc, il n'y a pas vraiment de plage horaire où c'est un peu le Tetris où tu enchaînes examen, compétition. Malgré tout, il y a des plages en période de partiel. En période de stage, où je fais les stages comme tout le monde. Par exemple, là, je viens de sortir de mon clinica, donc de 3 mois. Comment ça passait ? Très bien, ça s'est super bien passé, c'était génial, c'était en pédiatrie. J'ai adoré, j'ai beaucoup appris. Mais voilà, ces 3 mois, c'est intense, c'est 35 heures à peu près de travail dans la semaine, plus il y a les entraînements le soir. Et ça, c'est quand même assez intense. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. À la réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc. Le son, Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferré, Laura Girard à la rédaction. Louisa Garotiard, journaliste du Grand JT aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On vous revoit quand, chère Louisa ? Très rapidement, dans les semaines à venir. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à demain.